harcèlement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis actuellement avec Ingrid qui a accepté de participer à cet épisode. Bonjour Ingrid. Bonjour Lul. Je suis ravi de t'accueillir dans cet épisode. Donc je vais te poser ma première question qui sera: qu'est-ce qui t'a personnellement motivé à t'engager dans ce collectif sur le handicap et autour de la scolarité des enfants? Je suis touchée au premier degré. J'ai ma fille Juliette, âgée de 10 ans et demi, qui a été diagnostiquée il y a 8 ans, dyspraxique, visio-spatiale, dyslexique, dysorthographique, TDAH. Et grâce à elle, on découvre un milieu qu'on ne connaissait pas du tout, un autre monde, où malheureusement, on se rend compte que dans la société actuelle, quand on est différent, quelle que soit la différence visible ou non, tout est compliqué, que ce soit administratif, que ce soit au niveau social et au niveau scolaire encore plus. Dans la façon dont on parle, ça relève d'un combat quotidien en fait. Ah oui, parce qu'elle a pas demandé à être comme ça. Donc c'est pas toujours évident de comprendre que les autres réagissent d'une certaine façon avec elle ou réagissent pas. En tant que parent, c'est un nouveau monde parce que la théorie de j'aide mon enfant à apprendre ses devoirs de façon assise, posée, concentrée. Il n'y a pas que comme ça qu'on peut apprendre des leçons. On peut les apprendre debout, en dansant, en jouant. Et certains enfants apprennent nettement mieux ainsi. Oui, puis aussi on dit que le métier de parent, ça ne s'apprend pas et c'est valable pour tous les enfants, quelles que soient leurs différences ou les problèmes qu'ils peuvent avoir aussi. Quels sont selon toi les principaux facteurs de vulnérabilité au harcèlement scolaire chez les enfants en situation de handicap ? Le premier, selon moi, est l'incompréhension du handicap. La non-visibilité. Certains handicaps se voient. Un fauteuil roulant, un enfant va faire attention, va vouloir pousser le fauteuil roulant. Un enfant qui est 10, quel que soit le 10, ça se voit pas, sauf quand il y a une AESH en classe ou du matériel adapté. Et là, il va passer un peu pour un extraterrestre dans un milieu scolaire où tout le monde veut ressembler à tout le monde, être dans le moule, y compris les maîtres et les maîtresses qui ne sont pas sensibilisés au handicap, à la différence. Oui, puis j'avais interviewé dans un épisode précédent une professeure qui nous expliquait que dans leur cursus en fait de master ou de licence, ils n'ont aucun module sur que ce soit sur le harcèlement scolaire ou que ce soit sur les élèves en situation de handicap également. As-tu connaissance d'initiatives inspirantes ou d'adaptations spécifiques mises en place pour favoriser l'inclusion et la prévention du harcèlement dans les écoles ou ce que toi tu mets en place quotidiennement pour permettre à tous ces enfants de pas trop faire ressortir ces différences aux yeux des autres qui peuvent être justement des facteurs de harcèlement? J'ai plusieurs pensées. La première est en tant que maman d'un enfant différent, je me suis investie sur du collectif. Je suis également référente au niveau dyspraxique mais fantastique 35. Et à ce titre, pour moi c'est une chance, été contactée par des maîtresses de grandes sections de maternelle qui m'ont demandé de faire une sensibilisation en classe sur la dyspraxie. Donc la dyspraxie étant un handicap invisible qui bloque la motricité fine n'est pas tout à fait acquise. Voilà. Donc en concret, les enfants vont avoir du mal à faire leur lacet, à écrire, à courir. Et par le biais de cet atelier où les enfants devaient écrire de la main, qui n'est pas leur main première d'écriture avec des gants de jardinage, ils ont eu beaucoup de mal.
ils étaient très fatigués. Et ça a été pour moi une réussite dans le sens où après, ça a été « Ah, mais c'est fatigant, mais c'est dur. Ah, mais il faut les aider !» Et là, j'ai trouvé ça super parce que maintenant qu'ils connaissent cette différence, ce handicap, ils vont plus se moquer. Et puis, ils vont également raconter à leurs parents ce qu'ils ont fait, où j'espère que les parents eux-mêmes vont être plus ouverts, plus sensibles, et ne plus se moquer d'un enfant qui tombe quand il court, pas parce qu'il le fait exprès, mais parce qu'il n'y arrive pas. Et un autre exemple, en tant qu'AESH, j'aide un enfant en CE2 qui est dyspraxique, où le spectacle de fin d'année, c'était du hip-hop. Alors le hip-hop, c'est compliqué. Il y a des mouvements avec les bras, d'autres avec les jambes. Et quand on est dyspraxique, tenir en équilibre, c'est pas inné. Et au tout début, certains se moquaient de lui. Et après avoir expliqué pourquoi il tombait, qu'il n'en faisait pas exprès, les autres enfants lui ont expliqué que quand il tombait, fallait sourire. Personne connaît la chorégraphie. Donc on va faire croire que c'est dedans. C'est pas grave. Et ils vont l'aider. Et depuis, l'atmosphère en classe s'est nettement détendue. Et plus personne ne se moque de lui. Je trouve ça vraiment génial parce que je me dis en fait que les autres enfants peuvent comprendre réellement ce que l'autre vit en faisant preuve un peu d'empathie plus. Parce que l'empathie, c'est principalement sur les émotions qu'on peut ressentir. Et quand je dis plus, c'est aussi pour dire que quand on se met à la place de l'autre, mais qu'on vit la chose comme l'enfant peut le vivre, c'est aussi à ce moment-là qu'on se dit, comme tu l'as très bien dit, ah oui, d'accord, ok, c'est ça que la dyspraxie veut dire. On met un fait, en fait, sur ce mot-là, dyspraxie. Et c'est à partir de ce moment-là où les enfants peuvent vraiment comprendre, en fait, ce que ça signifie et comment l'enfant qui est dyspraxie ressent la chose. On dit aussi souvent que les enfants qui ont un handicap ressentent beaucoup d'émotions. Toutes ces émotions négatives que renvoient les autres enfants en se moquant, ça n'encourage pas non plus la progression de l'enfant qui a ce handicap. Tout en sachant qu'il faut savoir qu'un enfant qui a un handicap, quel qu'il soit, c'est des éponges et la frustration est très compliquée. Ça se montre principalement en milieu à la maison, milieu où l'enfant est en confiance, où là il va pouvoir lâcher prise. Donc lâcher prise, ça va donner des colères pour une toute petite bêtise, mais ça va être le trop-plein. Il faut que le vase puisse se vider. Et là, l'enfant peut hurler, frapper, taper, mordre, insulter. Il faut le temps que la colère se passe. Et une fois que la colère est passée, l'enfant, 9 fois sur 10, ne se rappelle même pas ce qu'il a fait. Mais il y avait besoin de décharger. Et en milieu scolaire, faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, éviter les moqueries. Ils ressentent toutes les émotions, quelles qu'elles soient, sans filtre. Nous, on ressent et on arrive en tant qu'adulte aussi, à se protéger. Les enfants, et qui plus est, les enfants différents, ils n'y arrivent pas. Ils ressentent au premier degré et ça va prendre la part sur toutes les autres émotions. Et ils peuvent rester bloqués à cause d'une réflexion. T'as mal fait tes lacets, mais enfin, tu sais pas faire. Et le « t'es nul », c'est la pire des insultes pour eux. Alors que personne n'est nul, tout le monde a plus de capacités que d'autres. Certains, c'est la mémoire, alors qu'à côté, d'autres, ils ne peuvent pas retenir. Il y en a, c'est l'écriture, alors que d'autres, à côté, ils ont des difficultés pour écrire. Chacun, en fait, a sa petite différence et chacun est censé pouvoir accepter la différence de l'autre et vice-versa. Quelles sont selon toi les priorités à développer, que ce soit au sein de ton collectif ou au sein, on va dire, des politiques, pour mieux protéger les enfants en situation de handicap face au harcèlement scolaire? En premier lieu, ce qui serait dans un monde magique, il y a tellement de choses qu'il faudrait faire. La première des choses serait, je pense, de sensibiliser, de faire des ateliers de mise en situation
pour les enfants et pour les parents. Parce que souvent, les enfants ne font que répéter ce qu'ils entendent à la maison, ne font que répéter le jugement. Point. Et également, ce qui serait super, c'est qu'il y ait dans toutes les écoles des endroits dits zen, des cabanes à isolement, où parfois les enfants ont besoin d'être seuls, de s'isoler pour lâcher prise, respirer, souffler. Si dans toutes les écoles on avait une cabane zen pour respirer, être tranquille, les enfants différents se sentiraient nettement mieux. Au niveau harcèlement, souvent c'est dû à une incompréhension, à une peur de l'autre, à la peur de lui ressembler, alors que c'est pas contagieux, ça ne risque pas. Également au niveau des écoles et par le collectif, ce qu'on voudrait, c'est la sensibilisation, être compris, que les autres enfants comprennent les enfants différents, que les maîtres, maîtresses, professeurs, directeurs, recteurs, toute l'académie puissent comprendre ce qui se passe au niveau scolaire, mais également au niveau de la maison. Quand certains enfants se voient déscolarisés parce que c'est trop compliqué à gérer en classe, là j'avoue que en tant que maman, ça me blesse énormément parce que c'est une chance que nous avons en France d'avoir une école accessible normalement à tous, ce qui n'est pas forcément le cas. Et tout ça parce que malheureusement, on parle d'argent. Il n'y a pas assez d'argent pour avoir des AESH. Il n'y a pas assez d'argent pour avoir des IME. Il n'y a pas assez d'argent pour avoir des places dans des foyers. Alors que si il y avait de la place dans les IME, certains enfants qui sont en milieu scolaire aujourd'hui, classique, pourraient accéder à des lieux spécialisés pour eux, où ils pourraient s'épanouir, être heureux, et non plus être en souffrance à l'école avec le regard, le sentiment des autres, et l'incapacité au niveau adulte de faire, parce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas été formé pour, et que les autres enfants qui sont avec des handicaps invisibles puissent également s'épanouir, grandir. Normalement, c'est le but de l'école, les aider à grandir, à s'épanouir, à trouver un métier plus tard, à les former. Mais l'instruction, elle est magique en France, si elle est bien faite. Et pour tout ça, je renvoie évidemment vers ton collectif. Je pense que vous vous battez quotidiennement contre tout ça. Et faut savoir qu'Acteurs de ton avenir se tient évidemment disponible pour pouvoir vous accompagner dans les sensibilisations, que ce soit pour vous permettre d'avoir accès à nos bénévoles, de pouvoir faire des ateliers de groupes de parole. Et je pense qu'il est important de maintenir ce mot-là de collectif et de combattre tout ça ensemble. Donc voilà, au nom de l'association, on se tient évidemment disponible pour vous accompagner en fonction de vos besoins. J'ai 2 dernières questions. Alors, si tu pouvais transmettre un seul message aux professionnels de l'éducation autour de cette thématique, quel serait-il ? Et même question, si tu pouvais transmettre un seul message aux autres parents autour de cette thématique, quel serait-il également ? Je vais commencer pour les parents. Pour les parents, au niveau de la thématique, parlons à harcèlement, en premier lieu, ça serait d'ouvrir les œillères. Un enfant peut être harcelé, un enfant peut être harceleur. Quoi qu'il en soit, ça reste un enfant. Ça reste un abcès qu'il faut crever. Mais avant tout, pour ça, il faut le savoir. Et souvent, les enfants n'osent pas le dire aux parents. Ils ont peur. Ils ont peur de nous décevoir. Alors, comment faire pour savoir qu'est-ce qui se passe ? Se mettre à sa hauteur. Lui expliquer que, nous aussi, on a été enfants. Nous aussi, on a vécu des hauts et des bas. Il y a des fois, on s'est moqué de nous, pour X, Y raison. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. À aujourd'hui, on en parle. À aujourd'hui, dans toutes les écoles, il y a des référents pour parler, expliquer, pour que cela arrête. Et au niveau parents, je dirais de jouer, entre guillemets, sur l'empathie. Un enfant qui est harcelé, souvent il y a d'autres enfants. Si lui, il parle,
il va sauver d'autres enfants. Et ça, souvent, l'enfant va parler, va raconter ce qui se passe, ce qu'il a vécu ou ce qu'il a vu. Parce qu'un harcelé peut aussi voir ce qui se passe. Et dans ces cas-là, il est harcelé ou harceleur? Et au niveau des profs, je dirais, pour avoir vu au niveau AESH certaines choses, que ce qui marche vraiment bien, c'est de faire des effets de groupe, que la classe soit un groupe, un ensemble, où tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde, en élémentaire, vise le spectacle, la fin d'année. Au collège, on vise le passage en classe supérieure, le brevet, les copains, les copines, les week-ends, les sorties. L'effet de groupe est hyper important parce que quand un enfant est harcelé à l'école, les autres enfants le voient. Ils voient que l'enfant est triste, ne joue pas, il est terne. Si on mettait en place des groupes de parole avec un bâton, aujourd'hui, tu te sens comment? Comme on fait parfois dans certaines activités, et qu'à la fin, l'enfant qui dit « moi je me sens pas bien », on lui demande pourquoi. Que l'adulte ne répond pas, laisse parler avec un bâton de parole, les autres enfants pourraient trouver la solution pour ce qu'il aille mieux. Et là, ça serait magique. Mais pour ça, faudrait-il avoir le temps de le faire. Et là, pour une fois, il n'y a pas question d'argent, juste du temps. Et le temps, c'est de la volonté. Totalement d'accord avec toi. Je pense aussi à un autre truc dans ce que tu dis, c'est que les enfants en général, tu me diras si tu es d'accord avec moi, quand ils voient un enfant seul, tu parlais d'effet de groupe, moi je trouve qu'un enfant seul n'ira pas vers un enfant seul. Si un enfant est seul, l'enfant qui a envie d'aller le voir, il cherchera forcément à trouver un copain ou une copine pour aller avec lui, pour ne pas lui aussi être perçu comme porteur d'une différence en fait. Cet effet de groupe, il est aussi bon que mauvais parce qu'il y a aussi beaucoup de harcèlement qui se fait généralement en groupe, mais cet effet de groupe, s'il est bien constitué, si il y a des règles de poser, si tout est fait si tout est fait correctement en fait, cet effet de groupe il peut avoir un effet hyper positif et c'est aussi valable je pense à l'école qu'au collège qu'au lycée. Je sais qu'au collège et au lycée il y a des ambassadeurs harcèlement qui se mettent en place, il y a des élèves qui sont formés pour favoriser justement ce aller vers par les pairs. Je trouve que c'est un point hyper important du programme phare, de permettre à d'autres jeunes d'aller vers ce jeune-là qui est harcelé. Ça lui permet aussi de se sentir moins seul et ça permet aux autres de passer du temps avec lui et de répondre à leur mission et ce à quoi ils ont été formés. Tout à fait, comme les messages clairs. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup Ingrid d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Jules. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouvel épisode.